vous parler d'une autre histoire, celle qui a lié définitivement les artisans aux scientifiques. Alors, il faut savoir que la Pierre Sèche est un lieu de recherche multi- et pluridisciplinaire, et je vous parlais que d'un seul domaine qui est celui du génie civil, du BTP, en lien avec le BTP. Pourquoi? Parce que finalement, les artisans avaient besoin d'arguments face aux maîtres d'ouvrage et aux bureaux d'études pour convaincre les gens que cette technique constructive est bien valide, que face à des personnes qui mettaient en avant que regardez dans la nature tous ces murs en pierre sèche qui ne tiennent plus, oui j'ai fait refaire un mur par des maçons et ce mur s'est écroulé. Eh bien, il fallait essayer de reconvaincre que peut-être il y avait un problème de savoir-faire, mais que si on abordait ce problème de mur avec les mêmes outils qui ont été utilisés pour mettre sur le marché des techniques constructives comme les murs en béton armé, comme les murs en maçonnerie ourdée ou les gabions, ben, on pouvait tout à fait finalement mettre cette technique dans le panel des techniques courantes. Alors donc c'est cette histoire que je vais vous raconter. Je ne vais pas vous parler de n'importe quel mur, et le travail a été mené sur des ouvrages de soutènement, et donc je vais vous dire tout ce travail qui a été fait pour faire en sorte que cette technique constructive devienne une technique courante au même titre que celle du béton armé ou des gabions. Alors donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est un mur de soutènement, et Claire en a amplement parlé, et c'est une photo de Claire que je mets ici, que j'affectionne beaucoup, sur lequel on voit une terrasse où on comprend bien que le mur qui a été construit permet de maintenir le sol en place et permet surtout de pouvoir cultiver. Alors ces murs, ils subissent une action, celle du sol qui est derrière le mur, et donc on a une poussée qui voudrait faire basculer dans le vide ce mur, mais le poids de ce mur permet à l'ouvrage de résister. Alors ça, c'est global hein, pour n'importe quelle technique constructive. Donc ce mur résiste à la poussée du sol grâce à son poids, et on a l'habitude de distinguer deux types de murs de soutènement. Le mur de soutènement de talus où ce mur ne va subir que la poussée du sol, et les murs de soutènement routier qui, en même temps que le sol qui retiennent, ils vont devoir accueillir la charge des véhicules qui circulent en tête de mur. Donc on a essayé d'aborder ce problème-là, et c'était un problème nouveau pour la communauté scientifique du génie civil, puisque toute la connaissance avait été perdue, et donc face à un problème nouveau, on a toujours une approche qui est graduelle, où on va aller de quelque chose de très simple et au fur et à mesure on rajoute la complexité de la réalité. Alors tout d'abord, on a l'habitude de commencer par des essais expérimentaux à échelle réduite. Donc tout simplement, on a essayé de faire des petits murs dans des boîtes en bois, et c'est des maquettes qui font des dizaines de centimètres, et on va essayer de comprendre certains points fondamentaux de tenue de ces ouvrages. À partir de là, on met des équations derrière, des équations très classiques qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours et qu'on enseigne à nos étudiants. Et on va essayer de voir de quelle manière ces murs, à travers les équations, tiennent. Et on va essayer de prouver que, bien, à travers les équations, on retrouve les résultats des essais expérimentaux à échelle réduite. À ce moment-là, on peut aussi utiliser des logiciels. Hein. Les ingénieurs utilisent des logiciels commerciaux pour les aider à mener des calculs qui seraient très longs. Donc, pour des gains de temps, on utilise des logiciels. Et bien en utilisant des logiciels sophistiqués, on peut essayer de retrouver aussi les résultats obtenus par les essais expérimentaux. Après, une fois que concrètement on s'aperçoit que finalement on maîtrise bien les points fondamentaux de compréhension de ce qui se passe, on va essayer d'aller faire des essais prenant en compte une complexité plus proche de la réalité, et on a fait donc des essais à l'échelle 1 et pour constituer une base de données de validation finalement de l'approche de dimensionnement des ouvrages.
Et on repasse à la moulinette des modèles qui ont été traités en point 2 et en point 3, cette fois-ci en prenant en compte toute la complexité d'une structure réelle. Et à partir de là, on peut mettre des produits à disposition des ingénieurs et des artisans pour le dimensionnement des murs en pierre sèche. Alors, donc, on sépare les murs de soutènement de talus des murs de soutènement routiers pour une simple raison, c'est que les modes de rupture sont très différents. Alors ici, vous voyez une petite maquette d'une dizaine de centimètres et de large et une vingtaine de haut, où cette étudiante, Anne-Sophie Colas, a étudié différents modes de rupture. Et ces modes de rupture, il en existe deux. Un à gauche où on a construit un mur en briquettes de bois. Le principe, c'est que ces briquettes de bois sont plutôt légères et le frottement qui existe entre les briquettes est plutôt faible. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que alors que le mur était dans cette position marquée en vert, lorsqu'on a chargé derrière le mur pour une certaine hauteur, on s'est aperçu que le mur a complètement glissé sur sa base et pour nous, cela indique une rupture. Alors c'est une rupture qui est monolithique au sens où on s'aperçoit que c'est tout le mur qui a bougé. Il a gardé toute sa continuité, il n'y a pas eu une pierre qui s'est déplacée indépendamment de l'autre. C'est vraiment d'une manière monolithique que tout est allé vers la rupture. Anne-Sophie a refait ces expériences-là, cette fois-ci en utilisant des briquettes en argile. C'est des briquettes qui sont donc plus lourdes et aussi le frottement existant entre ces briquettes est beaucoup plus élevé. Et elle s'est aperçue que c'est un autre mode de rupture qui va exister, où on s'aperçoit que par rapport à la position initiale qui est donnée en vert, eh bien, il y a une partie du mur supérieur qui a basculé vers le vide en se détachant, mais toujours en gardant cet aspect monolithique. Alors vous voyez, la base du mur reste à sa place initiale et toute la partie haute du mur a basculé. Et alors on a mis des équations et puis j'ai voulu plutôt vous présenter d'abord les essais à l'échelle 1 qu'elle a pu faire aussi durant sa thèse, où avec les ABPS, ils ont mené une campagne expérimentale sur des murs de différentes natures. Donc il y avait des murs en calcaire, des murs en schiste et en granit, où le principe où à l'arrière du mur, on va venir déverser progressivement du gravier. Donc ça, c'est la vue depuis le haut de la plateforme expérimentale. Et puis, on va regarder pour quelle hauteur de gravier qui va venir pousser le mur, le mur va rompre. Alors, on s'est aperçu qu'on retrouvait exactement les mêmes modes de rupture qu'on avait vus à l'échelle 1/10, c'est-à-dire des ruptures qui sont monolithiques, avec une différence entre les murs de calcaire d'une part et schiste et granit de l'autre part. Les murs calcaires ont rompu exclusivement en renversement et les murs en schiste et granit sur un mode de rupture combiné de glissement et de renversement. Alors, cela veut dire qu'en réalité, le calcaire, par son caractère frottant qui est plus important entre les blocs, eh bien, il résiste mieux et il a besoin d'une épaisseur pour résister plus faible que, par exemple, les murs en granit ou en schiste qui sont moins résistants. Bon, donc, on a mouliné les équations, on a fait notre job, comme on dit, et comme disait Claire, ce travail de collaboration entre les artisans et les scientifiques a donné lieu à un ouvrage qui comporte, outre une partie pédagogique sur la technique constructive, des abacs de dimensionnement des murs de soutènement en pierre sèche. Alors, le remblai derrière, c'est un sol qui est composé de grains, mais aussi d'argile, qui colle les grains entre eux, qui donne une cohésion au talus. Dans ces abacs-là, on considère que cette colle peut disparaître. Et si vous voulez avoir des renseignements là-dessus, on pourra en parler en aparté. Les scientifiques et les géotechniciens, les ingénieurs ont l'habitude de ne pas considérer qu'à l'arrière des murs, la colle qui peut exister entre les grains de sol existe. Donc on traite le talus comme si c'était du gravier, un tas de gravier ou un tas de sable.
Derrière, d'autres approches ont pu être menées et des calculs plus sophistiqués ont été donnés et qui ont permis d'affiner comment on appelle ça, l'estimation d'épaisseur du mur et le dimensionnement pour être au plus près de la réalité expérimentale, ce qui a conduit à créer et à aller défendre les règles professionnelles où, dans cet ouvrage-là, sans doute un peu moins pédagogique, mais beaucoup plus complet en termes d'abac, où grâce à ces abacs-là, qui peuvent éventuellement prendre en compte la cohésion, on aboutit à des murs qui ont des épaisseurs légèrement inférieures, en étant tout aussi résistantes. C'est juste que on avait introduit une marge de sécurité supplémentaire dans la précédente approche et ici, eh bien, on a une marge de sécurité plus faible parce qu'on a une meilleure estimation des résultats que l'on peut trouver expérimentalement. Donc, il y a plus de fiabilité sur les calculs. Alors voilà un résultat d'un schéma obtenu par un logiciel où on a essayé de retrouver les résultats expérimentaux. Donc c'est un logiciel où on va venir dessiner le mur, on va dessiner le remblai et on va par couche augmenter les couches et on va essayer de voir à partir de quelle hauteur de remblai le mur va rompre et puis on peut avoir des images où on voit bien que tout le mur est tombé. On s'aperçoit ici que cette technique permet de trouver des hauteurs de remblai qui conduisent à la rupture avec une erreur relative de 7%, ce qui est à l'échelle, dans le monde du génie civil, une erreur qui est très faible. Donc finalement, vous voyez, on a des outils analytiques, enfin des outils qui ont permis de créer des abacs, mais on a aussi des logiciels qui permettent de faire des études de cas en toute fiabilité. Alors, il y a un problème, c'est qu'un ouvrage géotechnique, c'est un ouvrage du génie civil, donc, qui doit tenir à la poussée, mais qui doit aussi assurer son rôle durant les séismes. Alors, la recherche, c'est toujours un processus qui est long. Pour arriver à créer la réglementation du béton armé, on a mis 80 ans, avec chaque fois des règles qui ont évolué au fur et à mesure que la connaissance augmentait. Et il fallait bien commencer par quelque chose. Donc, quand on a décidé de créer le guide de bonne pratique et les règles professionnelles, eh bien, ce travail sur la prise en compte du séisme qui peut se produire sur un site n'avait pas été pris en compte. Donc ce travail, malgré tout, devait être mené et il a été entamé parce que bien, la réglementation oblige à ce que, par exemple, si vous êtes au bord d'une route et qu'il y a un séisme, il ne faut pas que le mur de soutènement qui est au bord de la route vienne à s'écrouler sur la route parce que comment les pompiers vont pouvoir venir secourir la population si les routes sont entravées par des murs. Donc la prise en compte du séisme peut ne pas avoir d'impact dans certains cas, enfin l'oublier peut ne pas avoir d'impact dans certains cas, mais dans d'autres cas peut être totalement rédhibitoire pour l'usage de cette technique constructive. Alors, pour vous expliquer la complexité de l'approche de la réglementation pour la prise en compte du séisme, alors, je vous ai présenté ici une carte de la métropole et de la Corse où, de manière nationale et donc réglementaire, c'est un décret qui a donné lieu à cette cartographie. La France est découpée en différentes zones sismiques. Depuis le blanc, où la zone sismique est très faible, concrètement, ça veut dire que finalement, un séisme n'aura quasiment aucun impact. Et des zones sismiques qui sont plutôt moyennes, donc faibles en jaune, modérées en orange, moyennes en rouge, et puis la sismicité haute ne se trouve que dans les Antilles. Donc sur chacune des zones, eh bien, la réglementation nous dit, tiens, il peut y avoir un séisme qui arrive, et le séisme, il est caractérisé par une accélération, comme votre voiture, quand vous démarrez, vous accélérez, eh bien là, il y a un nombre qui vient quantifier l'accélération, et plus ce nombre est élevé, plus ça veut dire que vous êtes sur une zone sismique avec une sismicité élevée.
Alors, à côté de cette accélération maximale qui est complètement définie par zone de sismicité, on va pondérer ce résultat-là, ce nombre-là, par certains effets qui sont beaucoup plus locaux et qui vont augmenter ou atténuer la valeur de l'accélération. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'impact économique et humain de l'ouvrage en cas de rupture. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Si vous avez des murs de soutènement en rase campagne qui vous permettent de cultiver de l'oignon ou des oliviers, si votre mur s'écroule, il n'y a strictement aucun impact, ni économique ou quasiment peu, et ni humain surtout. Si ce mur s'écroule sur une route, on voit bien que donc les secours auront du mal, surtout sur une nationale, à intervenir. Et donc à ce cas-là, on vous demande d'augmenter la valeur de cette accélération pour mener vos calculs. Il y a aussi des effets de site où le fait qu'on a parfois des vallées qui sont en cuvette et lorsque vous habitez au fond de la cuvette, et bien que lorsqu'un séisme arrive, il y a des ondes qui sont piégées dans la cuvette et qui augmentent l'accélération qui peut arriver sur ce site-là. Pareil, si vous habitez sur une colline, lorsque le séisme, l'onde sismique va arriver, elle va se refléter et être emprisonnée dans ce relief-là, ce qui aura tendance à amplifier l'accélération. Donc vous voyez qu'il y a énormément de combinaisons, de cas possibles, et chaque projet devient unique et ça va être très compliqué de pouvoir produire des abacs, sinon, si ce n'est d'avoir une étagère de 80 ou 100 volumes de Universalis avec des abacs. Donc clairement là, pour traiter ce problème-là, on voit qu'il va falloir passer à la création d'un outil, petit logiciel très simple, où on aura juste à rentrer les données, on appuie sur le bouton et automatiquement, on a le résultat, c'est-à-dire l'épaisseur du mur. Bon, ce travail n'a pas encore abouti, mais on l'a démarré et cela a permis de pouvoir faire des études de cas pour avoir une idée un peu de la surépaisseur qu'il faudrait par rapport aux abacs du guide de bonne pratique ou des règles professionnelles pour que le mur tienne. Alors, en zone 1, ce que l'on voit, c'est que concrètement, on n'a pas besoin de mettre de surépaisseur, ce qui veut dire que concrètement, dans les zones blanches, eh bien, le guide de bonne pratique suffit pour faire passer ces ouvrages-là au séisme complètement. En zone 2, on s'aperçoit que selon le cas et selon l'environnement de projet, on peut avoir que quelques pourcents ou à 0% de surépaisseur par rapport aux abacs qui existent, jusqu'à 20% de surépaisseur. En zone 3, on arrive plus à discriminer la nature des blocs, qu'ils soient en schiste ou en calcaire. Et on s'aperçoit que le schiste il est moins résistant et au séisme, il faudra une surépaisseur plus forte que pour un calcaire. En zone 4, la méthode qui est préconisée par la réglementation pour prendre en compte le séisme, qui est une approche, qui est quelque chose de très approché, se montre, pour nous, on le considère qu'elle est non valide parce que concrètement, il faudrait multiplier par 2 minimum l'épaisseur d'un mur, ce qui veut dire que la méthode qui est préconisée introduit trop de sécurité et qu'il faut utiliser des méthodes plus sophistiquées que l'on connaît, hein, donc ça ne pose pas de problème, mais sur lesquels bien, on ne pourra strictement rien tirer comme généralité. Il faudra à chaque projet mener un calcul qui est vraiment propre, avec un logiciel tel que je vous l'ai indiqué, pour pouvoir dimensionner le mur. Alors, la conclusion, c'est que le dimensionnement des murs de soutènement de talus est en partie établi, ou dans les zones très faiblement sismiques, finalement, l'ouvrage que vous avez construit peut être considéré comme un ouvrage géotechnique dans sa nature première, le dimensionnement que vous pouvez produire va permettre d'avoir un ouvrage tout aussi performant qu'un mur en béton armé ou un mur Gambion. On a des logiciels qui sont tout à fait valides pour faire des études de cas, mais il nous reste encore à développer des outils informatiques, du moins à finaliser, pour donner à la profession, ingénieurs et aux artisans, quelque chose de simple pour dimensionner leurs murs. Alors, malgré tout, il faut avoir quelques règles, quelques
finalement, on peut donner des recommandations qui vont expliciter finalement que certaines manières de bâtir conduisent à des murs qui sont plus résistants au séisme que d'autres manières de bâtir. Alors on peut jouer sur 3 quantités, c'est le fruit aval et l'inclinaison des lits dans le mur. Alors, en général, alors ça dépend, dans le nord de la France, parfois on peut trouver des murs avec le parement vraiment vertical. Dans le sud, on est plus avec un fruit, donc une inclinaison du parement, autour de 10-12%, mais on s'aperçoit que plus on augmente l'inclinaison de ce parement, plus ça veut dire que les lits dans le mur sont inclinés et on a des murs qui sont plus résistants au séisme. Ce que l'on a pu voir aussi, c'est que lorsque la terrasse au-dessus du mur elle est horizontale et non pas inclinée, on a moins besoin de surépaisseur pour tenir au séisme. Et lorsqu'on a atteint des niveaux de fruits aval, donc d'inclinaison du parement qui sont assez élevés, entre 15 et 20%, il y a un autre levier, c'est le fruit amont qui, en général, il est pris égal à 0 et dans les abacs de dimensionnement, il est pris égal à 0. Donc concrètement, ça veut dire qu'à l'arrière du mur, en contact avec le sol, on suppose que le mur est vaguement vertical. Mais certains praticiens, encore une fois dans le Nord, j'ai pu en discuter avec certains, avaient l'habitude de mettre un fruit. Mais en tout cas, on a bien vu ici tout l'intérêt de mettre un fruit amont lorsque on a fini d'utiliser le levier du fruit aval pour finalement éviter d'avoir à mettre des surépaisseurs. Alors voilà, vous voyez que ce travail, donc, il n'est pas terminé, et ce travail, il avance à mesure que l'on a de l'argent. C'est toujours pareil, hein. L'argent ne vient pas directement, et on a besoin, nous, scientifiques, d'aller chercher cet argent et de répondre aussi, comme les comités de communes, à des appels à projets. Sauf que la pierre sèche n'a pas le vent en poupe, et donc c'est très difficile d'obtenir des financements pour avancer. Donc ce travail pourrait être terminé déjà depuis longtemps, mais faute d'argent, on avance à pas d'escargot. Alors donc vous voyez que malgré tout, on a bien ciblé les choses et on comprend bien comment faire pour dimensionner ces murs de soutènement de talus. Alors qu'en est-il des murs de soutènement routier ? Alors la différence, je vous disais tout à l'heure, vient du mode de rupture, où en fait vous avez un système, quand on regarde la photo qui est en haut, où ce mur de soutènement, on comprend bien qu'il subit la poussée du sol qui soutient le revêtement de la route, et puis forcément un véhicule c'est une charge qui a un poids, et ce poids est à travers le remblai est renvoyé au mur. Alors, quand on regarde ici, on a essayé de faire quelque chose un peu équivalent dans un des logiciels qu'on a vu précédemment, où on a mis une charge qui est une espèce de pression qu'on va mettre sur le remblai. On a augmenté la pression. Et vous voyez que la rupture du mur est une rupture vraiment tridimensionnelle, où finalement, plus on se rapproche de l'action de la pression, plus on voit que les blocs se sont déplacés vers l'aval, vers le vide. Donc on a ce qu'on appelle une formation du ventre, mais pas le ventre classique qu'on trouve en bas de mur, mais un ventre qui est plutôt en haut de mur, expliquant que plus on est à côté de la charge, plus en fait le mur va avoir cet effet-là et se déformer. Donc un mode de rupture radicalement différent qui fait que tous les outils et les équations qu'on a utilisées précédemment, il manque quelque chose pour pouvoir prédire. Il faut des équations beaucoup plus sophistiquées. Donc on reprend le travail à zéro, mais en sachant qu'on sait faire pour les murs de soutènement de talus. Donc voici une maquette. En haut, vous avez une boîte où on a mis des briquettes en argile. On a construit un mur de 18 cm et à l'arrière on a mis du sable pour modéliser le remblai, et on a mis un bloc en acier et on va aller cumuler des blocs en acier, on va les superposer pour voir à partir de quand finalement la charge induit la rupture de ce mur. Alors ce que l'on a fait, c'est que cette charge là on l'a mis à 2 cm derrière le parement, 3 cm
ou 4 cm pour voir les choses. On a fait aussi des essais chez les ABPS, où ici on a un mur qui a été construit à l'échelle 1, on n'est plus sur un modèle, enfin une échelle 1/10, et on a mis un piston qu'on a du mal à voir, mais c'est là où il y a la flèche rouge en haut, verticale, juste à gauche, vous avez un piston, et on a appuyé sur le remblai au-dessus pour essayer de voir quand on a la rupture. De la même manière, ce qu'on a découvert, c'est qu'on retrouvait les mêmes choses et les mêmes phénomènes qu'à l'échelle 1/10. Donc finalement, tout ce qu'on a pu développer, on sait que il va falloir l'adapter, mais en tout cas, le chemin est complètement pavé. Alors voilà par exemple le logiciel, on a essayé de reproduire ce qu'on a vu dans la réalité, et voilà, vous avez une vue à gauche et une coupe à droite. Et plus on est rouge, plus ça veut dire que finalement le matériau, qu'il soit du remblai ou dans le mur, s'est déplacé. Et on s'est aperçu que les résultats des essais à l'échelle 1/10 pouvaient être retrouvés avec une précision extrême. Donc voilà, donc on est rassuré, mais il reste des choses à développer pour finaliser le calcul. Et le but ici, c'est de voir finalement, en mettant une charge réglementaire, parce qu'évidemment tout ça, c'est codifié, hein, donc on sait, si on veut dimensionner une chaussée, qu'il faut prendre telle charge avec un essieu, 2 roues, voilà, donc c'est très, très réglementé. Et donc on sait que si on utilise ces données qui sont réglementaires, eh bien, on va essayer de voir quelle est la surépaisseur par rapport au cas où il n'y a pas cette charge-là, donc par rapport aux abacs, quelle est la surépaisseur aussi à mettre pour que, dans le cadre d'un soutènement routier, tout fonctionne bien. Donc on a des bases de données expérimentales qui sont disponibles, donc ça c'est bien, ça permet de prouver aux gens que ce que l'on a fait est juste. On a des logiciels qui permettent de faire ça, et puis on est en train de développer des calculs pour finaliser ce travail-là. Bon, il reste toujours quelques questions qui sont en suspens, mais je ne reviendrai pas ici. Alors, en conclusion générale, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les soutènements de talus, vous avez les guides de bonne pratique et les règles professionnelles dans les zones faiblement sismiques. Dans les zones sismiques moyennes, et modérées, il faut vraiment réaliser que chaque projet conduit à des indications qui vont être différentes. Donc, c'est difficile de généraliser les choses, et un outil informatique simple reste à finaliser. Et pour les murs de soutènement routier, les bases de données existent, les outils numériques existent, et puis il reste à répondre à certaines questions avant de proposer des règles qui permettent de dimensionner ces murs-là. Alors je voulais remercier tous ces acteurs-là, parce que la recherche, elle n'avance pas sans les doctorants, sans les étudiants. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde qui a œuvré, et puis sans les artisans, cette recherche n'aurait pas pu être faite. Et donc, je remercie les artisans bâtisseurs en pierre sèche et puis les murailles de Provence qui ont permis aux expériences à l'échelle 1 d'exister. Donc voilà les 4 institutions en France qui travaillent sur ce sujet-là, où on est à l'échelle mondiale vraiment en pointe, on va dire. On est des précurseurs sur ce sujet. Donc, y a mon école, mais effectivement, il y a eu d'abord l'école des ponts et chaussées avec l'école nationale des travaux publics de l'État. Et puis, IFSTAR qui a changé de nom, il change périodiquement, et j'ai oublié de changer le logo. Donc, le laboratoire central des ponts et chaussées avait changé son nom en IFSTAR, qui a changé son nom en Université Gustave Eiffel. Donc, vous voyez, on est plusieurs à être mobilisés pour accompagner les artisans et défendre cette technique et enlever les clichés surtout qui peuvent être véhiculés et qui sont dans la tête des anciens ingénieurs et des anciens techniciens, et ça c'est très compliqué à modifier. Mais les formations sont là pour ça. Merci.